En tout cas, tout de suite, deuxième partie de ce 21-23 avec cette question. Faut-il boycotter le mondial de foot l'été prochain aux États-Unis alors que les étoiles américaines pâlissent sous le coup de la politique de Donald Trump? En tout cas, plusieurs voix le demandent. On part tout de suite, comme tous les soirs, sur notre terrain américain. Faut-il boycotter la Coupe du Monde de foot? Certaines voix le réclament. Et plus généralement, je vous disais, avec ces étoiles américaines qui pâlissent un petit peu, faut-il aussi tout simplement arrêter d'aller aux États-Unis? En tout cas, les chiffres du tourisme sont en baisse aux États-Unis. On va en parler avec nos invités. Tristan Cabello, bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste des États-Unis, maître de conférence à la Johns Hopkins University. Vous êtes auteur de La victoire de Zoran Mamdani à New York aux éditions textuelles qui paraîtra le 11 février prochain. Merci. À vos côtés, Kevin Vessière, expert géopolitique du sport. Vous nous intéressez donc particulièrement ce soir, fondateur du média FC Geopolitics. Et vous êtes aussi auteur de Géopolympique aux éditions Max Milo. Et puis notre analyste éditorialiste international pour France Télévisions, Michel Montpontet. On va donc parler de notamment de ce rêve américain qui, effectivement, a un petit peu de plomb dans l'aile en ce moment. Ça reviendra peut-être, mais on va voir que des réputations qui mettent du temps à se construire peuvent dévisser très rapidement. D'abord, on va voir ces appels au boycott pour la Coupe du Monde qui doit donc se tenir cet été aux États-Unis principalement, mais aussi au Canada et au Mexique. On en parle tout de suite avec Marion Delpech et on en débat juste après. En Europe, l'idée commence à faire son chemin. Un boycott de la Coupe du Monde 2026 face au coup de pression de Donald Trump. L'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, s'y dit favorable pour des raisons de sécurité. Pour les supporters, un seul conseil, évitez les États-Unis. Autre grand nom du football à s'interroger, Claude Leroy. Cet entraîneur qui a dirigé de nombreuses équipes nationales tacle directement le président américain. Est-ce que Donald Trump mérite d'accueillir une Coupe du Monde de football? Je pense que non, et il serait temps que les gens réagissent. Le scénario d'un boycott séduit aussi certains politiques. Outre-Manche, le député conservateur Simon Ward, soutenu par deux autres élus, plaide pour que l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles, en cas de qualification, se retirent du tournoi. En France, Éric Coquerel appelle lui la FIFA à écarter les États-Unis de l'organisation de la compétition. Sérieux, on imagine aller jouer la Coupe du Monde de foot dans un pays qui agresse ses voisins, menace d'envahir le Groenland, détruit le droit international. La question se pose sérieusement, d'autant qu'il est encore possible de se recentrer sur le Mexique et le Canada. La ministre chargée des Sports, Marina Ferrari, a pour sa part fait savoir qu'il n'y a pas de volonté des Bleus de renoncer à cette grande compétition, du moins pour le moment. Kevin Vessière, alors on en parle régulièrement de boycott, de JO, de Coupe du Monde. On se rappelle de ce qui s'était dit pour le Qatar à cause de ces ouvriers exploités, de l'écologie. Il y avait la même chose pour la Russie. Et puis on a l'impression qu'à chaque fois ça fait plouf. Il y a quand même Jimmy Carter, 1980. Qui demande et qui impose le boycott de la délégation américaine au JO de Moscou à cause de l'invasion russe en Afghanistan. Donc est-ce que pour vous, qui êtes géopoliticien du sport, c'est quelque chose qui s'est fait et est-ce qu'il y a quand même une petite musique qui monte et une menace pour les États-Unis? Le cas que vous évoquez, 1980 pour les JO de Moscou et après 1984 pour les JO de Los Angeles, c'est les derniers grands boycotts en tout cas où il y a véritablement des pays... Parce que 84, les Russes avaient répliqué, c'est ça? Les Russes avaient répliqué, n'étaient pas venus en tout cas à Los Angeles avec leurs alliés. Donc c'est les derniers grands cas des grands événements sportifs où il y a des pays qui ne sont pas en tout cas participés totalement à ces compétitions-là. Aujourd'hui, vous l'avez évoqué aussi, le Qatar en 2022, aussi se souvient la Russie en 2018. On peut penser aussi aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en 2022. Il y avait des questions de boycott en amont et finalement le boycott s'est pas fait, ça s'est fait à minima. Il y a eu un boycott diplomatique notamment pour les Jeux Olympiques d'hiver 2022 à Pékin, que ce soit par les États-Unis et par leurs alliés de l'époque, Royaume-Uni et Australie. Mais aujourd'hui c'est très improbable qu'en tout cas il y ait un boycott avec des pays qui ne participent pas à la Coupe du Monde parce que la Coupe du Monde de football ou les Jeux Olympiques c'est des événements sportifs majeurs et surtout médiatiques. Il y a 3 milliards de téléspectateurs qui vont regarder cette compétition et donc les pays veulent plus en tout cas y participer que ne pas y participer. Et donc, il faudrait vraiment en fait que les tensions s'accélèrent entre les États-Unis et les pays de l'Union européenne, parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui,
pour que, à la suite de sanctions diplomatiques et économiques, il y ait le volet sportif qui arrive et qu'il y ait peut-être un boycott qui ait lieu. Mais pour l'instant, c'est très improbable. On s'approche peut-être plus d'un boycott diplomatique, mais on est boycott diplomatique, ça veut dire que les athlètes ou les footballeurs participent, mais qu'il n'y a pas de délégation. Il n'y a pas de délégation. Il n'y a pas de délégation lors de la cérémonie d'ouverture. Mais après, la compétition suit son cours et on parle plus de la compétition. C'est ce qui s'est passé en Russie ou au Qatar. On pourrait plus s'apparenter à ça. Mais là, on est qu'en janvier et le mois de juin, c'est encore très loin compte tenu des décisions que peut encore prendre Trump d'ici là. Tristan, alors vous n'êtes pas dans la tête de Donald Trump, mais bon, vous connaissez parfaitement les États-Unis, vous vivez à New York. Est-ce que pour Donald Trump, si on se met un peu dans le logiciel de Donald Trump, c'est quelque chose qui peut le crisper? On sait que le président américain réagit beaucoup à ça et j'imagine que pour lui, la Coupe du monde de foot, puis il y aura les 250 ans des États-Unis, c'est des moments à sa gloire et donc c'est quand même toucher une corde sensible pour lui. Ouais, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que ça arrive aussi, comme vous l'avez dit, au même moment que le 250e anniversaire. Et comme Kevin vient de le dire, c'est-à-dire que bien évidemment, il y a un boycott international, mais il y a aussi un boycott des Américains. Par exemple, moi, comme vous l'avez dit, j'habite à New York et je me suis beaucoup intéressé au nouveau maire de New York, Zohran Mamdani. Zohran Mamdani a lancé il y a quelques semaines une pétition ou une grande promotion en ligne pour essayer de faire baisser les prix des tickets pour cette compétition, parce que vous savez qu'ils sont très très élevés. On avait fait un direct avec notre correspondant Franck Genozo qui nous racontait c'est hors de prix, astronomique. Et donc beaucoup d'enfants qui adorent ou d'adolescents qui adorent le football à New York peuvent pas vraiment se permettre d'y aller. Et donc, ils avaient fait toute une pétition et toute une campagne en ligne pour essayer de faire baisser les prix et d'avoir des prix abordables pour les enfants dans le besoin à New York. Ils ont décidé de complètement abandonner cette campagne. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur que les enfants qui se rendraient, les enfants de quartiers défavorisés, latinos ou d'origine immigrée, aillent dans ces matchs, à MetLife par exemple, à New York, et qu'il y ait des descentes d'ice, par exemple. Ah, carrément. Donc, ils ont peur que les enfants se fassent arrêter, sur les parkings des stadiums, etc. Donc on voit que le boycott est non seulement vraiment international, ça c'est vrai, des chances de boycott, mais en tout cas, même aux États-Unis, vous savez, les Américains, en fait, commencent à avoir peur de se rendre dans ce genre de manifestation. Michel. Imaginez, on va faire marcher la machine à remonter dans le temps. Nous sommes en 2022-2023, on allume la télé et on tombe sur une émission qui parle de boycotter les États-Unis, une émission qui raconte comment les journalistes ne sont pas les bienvenus, ça devient dangereux. Enfin, on dirait, mais qu'est-ce que c'est une série dystopique, c'est de la science-fiction. Non, c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de raconter une fracture gigantesque qu'il y a eu dans l'histoire des États-Unis et dans la perception que les gens ont des États-Unis et qui fait que ce soir, nous faisons une émission sur « Faut-il boycotter la Coupe du monde de football aux États-Unis ?» Ce pays qui pendant si longtemps a été notre allié, notre ami, notre inspirateur et dont on doute sur tous ces points. Eh bien, en tout cas, le doute, on va y revenir, mais il part notamment d'Allemagne sur cette Coupe du Monde. L'Allemagne, évidemment, terre légendaire du football, 4 étoiles pour la Mannschaft. Et en Allemagne, on va retrouver justement notre correspondant Lionel Feuerstein. Lionel, c'est justement en Allemagne vraiment une des grandes nations mondiales du football que plusieurs voix, des voix importantes, se sont élevées et donc suggèrent un boycott de cette Coupe du Monde aux États-Unis. Oui, le débat est en tout cas bel et bien lancé en Allemagne avec cette question forte, faut-il boycotter la Coupe du monde de foot aux États-Unis ? Pour l'un des vice-présidents de la fédération allemande, Auke Göttlich, le moment est venu. L'Allemagne doit s'emparer de cette question pour défendre, dit-il, ses valeurs face à la politique agressive du président Trump. Il ajoute quelles étaient les justifications des boycotts olympiques dans les années 80. À mon avis, la menace potentielle est plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'était alors. Nous devons avoir cette discussion. Pour rappel, il y a 4 ans au Qatar, le pays avait déjà souhaité boycotter l'événement, mais avait renoncé finalement face aux pressions. Alors pour l'instant, cette idée est approuvée par 47% des citoyens selon un sondage du grand journal Bild, ne suscite pas forcément l'enthousiasme à la fois chez les joueurs, les clubs et le reste de la fédération. Il faut dire, Loïc, que les enjeux moraux sont importants, mais qu'il y a aussi des enjeux financiers
énorme, des dizaines de millions d'euros pour le pays vainqueur, sans compter les produits dérivés et autres retombées financières. Pour l'image des clubs allemands, ce serait aussi compliqué d'appeler au boycott alors que le soccer est un sport en forte croissance aux États-Unis. Au final, seule la DFB, la très puissante fédération allemande de football et ses 7 millions de licenciés, pourra décider d'envoyer ou pas la Mannschaft en juin de l'autre côté de l'Atlantique. Kevin, c'est ce que vous disiez, donc on n'en est pas encore là, mais effectivement, il y a cette musique qui monte. Est-ce que le fait que rien que cette musique monte, le fait que rien qu'il y ait cette idée-là, est déjà quand même, j'allais dire, un échec de soft power, j'allais dire, pour les États-Unis et pour Donald Trump? On ne peut pas parler forcément d'échec. Après, en marge de chaque grande compétition sportive internationale, notamment quand c'est organisé par des pays qui ont des différends avec d'autres pays, il y a cette question en tout cas du boycott qui peut commencer à arriver. Et là, la question se pose. Après, ce qui est intéressant à noter, c'est que toutes ces questions de boycott sont intervenues dans un calendrier précis. Intervenues la semaine dernière, quand il y avait des tensions fortes entre les États-Unis avec Donald Trump qui faisait des menaces vis-à-vis de l'annexion du Groenland et aussi des tarifs douaniers. Et c'est là où la musique du boycott a commencé à prendre. Et finalement, aujourd'hui, on voit que les discours, notamment au niveau de l'Allemagne, sont en tout cas moins présents. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de l'Allemagne, on a pu voir que c'est le gouvernement allemand qui a, en tout cas, invité la fédération allemande à boycotter cette compétition et que finalement, ça viendra du politique avant de venir par le sportif. Et on peut le voir notamment avec la Fédération française de football. Pour l'instant, Philippe Diallo, il a dit qu'il n'y avait aucune raison de boycotter la Coupe du Monde, même s'il suit la situation internationale. Mais ça ne viendra pas, en tout cas, des fédérations en elles-mêmes. Ça viendra d'abord des gouvernements qui prendront des sanctions économiques et diplomatiques. Et après, les fédérations suivront parce qu'il y a une représentation politique derrière une Coupe du Monde. Après, il faut juste rendre justice, que ce soit des athlètes, des JO ou des footballeurs. On comprend qu'eux, ils s'entraînent comme des fous pendant des années et qu'eux ne sont pas forcément à se dire nous, on doit donner une opinion politique. Voilà, c'est des sportifs. Il y a ça aussi qui joue, j'imagine. Il y a ça qui joue. Et puis surtout, en fait, si un sportif prend une décision tout seul, après, effectivement, si c'est, mais c'est pas leur cas, ils n'ont jamais pris de position politique comme ça, comme Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo ou Léo Messi. Et encore, on est encore sur des critiques, des questions de boycott que sur la version, que sur le volet européen. Après, il faudrait que ce soit aussi mondial pour que ça ait un véritable impact et qu'on puisse véritablement envisager cette question de boycott. Mais après, il faudrait qu'au niveau des sportifs ou des fédérations, il y ait une action beaucoup plus coordonnée et qu'il y ait une sorte d'effet boule de neige ou qu'il y ait une décision forte en commun. Mais si ça vient d'une seule fédération ou d'un seul joueur, il y a fort à parier que ce sera un coup d'épée dans l'eau et que ce sera des critiques en amont de la compétition, mais pour arriver à un véritable boycott, on en est encore loin et ce n'est pas le cas des dernières compétitions. Au-delà des fédérations, est-ce que ça ne peut pas venir du public? Parce qu'on me rapporte que sur la seule ville de New York, 34 000 chambres d'hôtel ont été annulées et c'était des réservations sur la Coupe du Monde. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une désaffection, un désintérêt, un éloignement du public, c'est-à-dire de la population qui décide de ne plus aller aux États-Unis parce qu'elle a peur, parce qu'elle ne veut pas s'associer ou ce que disait Tristan, des Américains eux-mêmes. Oui, alors ça on le voit très bien aux États-Unis, c'est-à-dire les gens ont de toute façon très peur de venir. Qu'ils soient supporters de foot, soit touristes, des collègues universitaires, des collègues professeurs, chercheurs, les gens ont peur de venir. Et puis, il faut aussi le dire, il y a une liste d'États qui sont maintenant qui sont interdits de sol, d'entrée sur les États-Unis. Et ça, ce sont des gens... Voilà, oui, Donald Trump a interdit d'entrer un certain nombre de pays. Il y a un certain nombre de pays qui vont faire partie de cette compétition. Donc, ça devient très dur pour tous ces gens de venir. Et puis, ça va avoir des conséquences vraiment dramatiques sur l'économie américaine. Je veux dire, c'est les chambres d'hôtel, mais aussi les restaurants, mais aussi les commerces, mais aussi tout le tourisme. Enfin, on attendait vraiment, beaucoup de gens attendaient ce moment-là en été. On sait que le tourisme a un peu reculé depuis le Covid. On attendait vraiment ce moment-là pour que ça puisse reprendre. Pour l'économie, on pense qu'un visiteur hors place pour les matchs, c'est plus de $600 par jour par personne. Voilà, donc pour l'économie américaine, ce serait une catastrophe absolue. Alors justement, vous me donnez tous la transition. Vous l'avez dit, on sait que Tristan, que le tourisme recule. Il y a eu le Covid. Et puis maintenant, là, depuis les dernières politiques de Donald Trump, le tourisme recule aux États-Unis. Et c'est une grande nation touristique. Chaque fois, je le dis, c'est ma petite subjectivité. Mais vous savez que j'ai vécu aux États-Unis. Je continue à penser que c'est le plus beau pays de la Terre. Mais avec ses grands parcs nationaux notamment. Mais vous allez voir que il y a du plomb dans l'aile. Regardez un extrait du reportage d'Agnès Giraud-Carlier sur la baisse justement du tourisme aux États-Unis. D'ordinaire, quand cette guide touristique arpente les rues de Washington,
c'est avec un groupe de Français. Mais depuis quelques mois, les clients se font rares. Le parvis du Capitole aujourd'hui est très vide. Moi, j'ai perdu 50% du chiffre d'affaires depuis le mois de juillet l'année dernière. Les touristes français boudent les USA. Moins 7% en un an selon les autorités américaines. De l'autre côté de l'Atlantique, les agences de voyage le ressentent aussi. Dans cet établissement parisien, les États-Unis étaient la destination favorite. Leurs réservations ont chuté de moitié. C'est concomitant avec la prise de pouvoir de l'administration Trump. Et donc très clairement, certaines personnes nous ont dit nous, c'est à cause de cette atmosphère qu'on n'a plus envie d'aller aux États-Unis. Tristan, on le disait à l'instant, puis Kevin aussi, hein, mais le tourisme, au-delà du mondial, le tourisme, c'est une manne financière, économique pour un pays. Et on sait à quel point la France, c'est important pour la France. Et les États-Unis sont un grand pays touristique. C'est quand même se tirer une balle dans le pied de la part de Donald Trump. Au-delà du mondial, on sait que voilà, il augmente les prix des parcs. Beaucoup de gens ont peur maintenant des visas. Ils se disent qu'il va falloir, on va contrôler leurs antécédents de réseaux sociaux. L'exemple là d'un Français il y a quelques jours, quelques semaines, qui raconte sa détention par ICE. Ça encourage pas les gens à venir visiter un pays. Pas du tout, et c'est pour ça que les gens ne viennent plus. C'est-à-dire que ça devient très dangereux de venir aux États-Unis, ou du moins risqué financièrement, puisqu'on peut se faire renvoyer à la frontière dans le pays duquel on vient. Vous parliez des parcs nationaux, par exemple, c'est très intéressant ça. Les parcs nationaux, beaucoup de Français venaient aux États-Unis, passaient 2 semaines, et on faisait tous les parcs nationaux de l'ouest des États-Unis. C'était très intéressant, c'était très beau. Et puis c'était pas cher, parce qu'on payait un pass qui coûtait finalement pas très cher. Les prix ont augmenté, et les prix ont augmenté pas pour les Américains, ils ont augmenté spécifiquement pour les étrangers. Donc ça devient vraiment beaucoup plus cher. C'est déjà un pays qui est très cher. Alors, je crois qu'on a fait la même chose en France pour la Tour Eiffel ou le Château de Versailles. Ça arrive. Non, j'essaye toujours de remettre la pierre dans notre jardin, mais en tout cas, il y a cette politique de Donald Trump qui est pas incitative. Il y avait déjà ça, et puis il y a aussi le fait que quand on vient d'Europe de l'Ouest, par exemple, et qu'on arrive aux États-Unis, on trouve que les prix sont quand même démentiels. C'est-à-dire que la vie est quand même très très chère. Et donc c'est un investissement de venir aux États-Unis, et c'est un investissement que les gens ne veulent plus faire parce que c'est pas stable. Kevin, pourquoi je parlais de se tirer une balle dans le pied. Encore une fois, vous n'êtes pas dans la tête de Donald Trump, mais pourquoi prendre ce risque-là finalement ? C'est pas forcément un risque, c'est que je pense que Donald Trump, il a voulu faire comme il fait d'habitude, c'est-à-dire que il a vu qu'il y avait une Coupe du Monde qui était organisée en partie par les États-Unis, mais c'est quand même eux qui accueillent la majorité des matchs. Puis aujourd'hui, on parle que de la Coupe du Monde des États-Unis, on parle très peu du Canada et du Mexique, et que derrière, il a voulu un peu, comme ce qu'il fait avec la plupart aussi des différents objets politiques qu'il a entre les mains, de le façonner à sa façon, au niveau de sa doctrine, avec son style. Et là, il va en tout cas commencer à se rendre compte, notamment avec ce qu'on peut voir aux États-Unis avec des supporters qui ne vont pas forcément venir, qui ne vont pas forcément aussi des prix des places, que finalement, il a voulu adapter cette Coupe du Monde à sa manière aux États-Unis de Donald Trump, alors que d'habitude, c'est plutôt les pays qui s'adaptent, notamment on pense aux Russie ou au Qatar, qui ont fait en tout cas des efforts pour essayer d'accueillir le monde en faisant en tout cas quelques avancées, quelques ouvertures pour accueillir le monde. Et là, ce n'est pas le cas, puisqu'il y a déjà en tout cas des supporters de pays ressortissants qui sont qualifiés qui ne pourront pas venir. On pense notamment... En tout cas, il a eu une action qui a marqué énormément, et qui joue complètement dans le débat de ce soir. C'est lorsqu'il se fait remettre la médaille de la paix de la part de la FIFA, qui est un moment extraordinairement grotesque. Et il a cette phrase extraordinaire, quand on lui remet la médaille autour du cou, il dit « Can I keep it ?» Est-ce que je peux la garder? Mais en fait, on connaît la proximité de Gianni Infantino, qui est le président de la FIFA, absolument, avec Donald Trump, et effectivement, qui, comme beaucoup de courtisans autour de Donald Trump, il couvre d'éloges. Et il veut faire cette Coupe du Monde de sienne comme un objet de propagande. La question, en tout cas, va se poser pour la FIFA, parce que la FIFA veut prendre très peu de positions politiques. On voit qu'Infantino, en tout cas, est de connivence avec Donald Trump, avec notamment ce prix de la FIFA. On sait aussi qu'il a fait des déclarations pour, en tout cas, féliciter Donald Trump pour son congrès de la paix. Mais derrière, la question qui va se poser pour la FIFA, c'est que s'il y a des questions autour de l'organisation et surtout de l'accueil des supporters, notamment en marge des stades, avec cette police migratoire ICE dont on voit des images, en tout cas, on peut se poser la question de comment ça va se passer lors de la compétition. Et donc là, ce sera peut-être à la FIFA de prendre le taureau par les cornes et de pouvoir anticiper ce genre de situation. Juste le mot de la fin, Michel. En préparant cette émission, on se disait, un pays, c'est comme une personne. Se faire une réputation, ça prend des années, des siècles parfois pour un pays, des décennies en tout cas.
Et cette réputation, elle s'écroule très rapidement, en quelques minutes. Aujourd'hui, ce rêve, ce phare qu'étaient les États-Unis, un Eldorado pour beaucoup de gens, il reviendra peut-être, mais les étoiles en ont pris un sacré coup. Je crois que le rêve américain s'est fissuré et ça se voit, et même de très loin. Alors, se dire c'est la faute de Trump, non. Trump a été le révélateur et le symptôme. Trump nous a montré que les États-Unis étaient entièrement fissurés et déchirés et que ce rêve américain, vous vous souvenez, si tu travailles dur, tu t'en sortiras de toute façon. Eh bien, on voit bien que ce rêve-là est complètement fracassé, que ce pays se déchire, qu'il y a des antagonismes extraordinairement forts, que la politique n'est plus cette référence de stabilité. On voit bien que tout cela est géré comme une scène de télé-réalité, et quand on le voit de l'extérieur, on est extrêmement inquiété. On se dit, tiens, l'Amérique ne raconte plus le futur, ou alors ce futur est une menace, et cette menace nous inquiète, et donc nous n'avons pas envie de nous y associer. Eh bien, on en reparlera. On reparlera du mondial et on reparlera des États-Unis, évidemment. Tristan, tant que vous êtes en France, vous reviendrez nous raconter votre vie new-yorkaise. Merci à tous.